Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, on va parler de l'affaire Émile. L'affaire Émile qui, quand même, sacré retournement de situation. Ils sont un coupable. Alors, est-ce que ça va aboutir ou non? On va voir ce qu'il en est. Je rappelle que le grand-père a attaqué en justice tout ce qui bougeait. Enfin en tout cas menacé d'attaquer tout ce qui... Et c'est la nouvelle stratégie maintenant des gens, c'est d'attaquer tout ce qui bouge pour éviter de parler sans aucun sens. Parce qu'ils savent très bien que juridiquement, ça va mener à rien, ils vont perdre, hein, mais ils se disent c'est pas grave pendant ce temps... Tu vois, je calme le jeu, tout ça. Bon, bref. Je rappelle que le grand-père d'Émile a attaqué en justice tout ce qui bougeait, alors on voit qu'il se retrouve en garde à vue. On va voir un petit peu le profil de cet individu, quand même, qui est très intéressant. Cette famille qui... On apprend qu'ils ont été sur écoute, bien évidemment. Alors, bien évidemment, il y en a beaucoup qui vont essayer de déposer plainte contre les enquêteurs parce qu'ils ont mis sur écoute la famille, parce qu'apparemment, jamais c'est la famille. Et donc... On apprend qu'il y a des problèmes familiaux, hein, il y a des tensions dans la famille, etc. Et on peut se rendre compte que souvent dans des situations comme ça, c'est des conflits, hein, c'est des conflits entre famille, cousins, héritage, des choses comme ça qui sont assez particulières. Je suis curieux de savoir le fin mot de cette histoire, parce que si c'était juste le grand-père, j'aurais pu vous dire accident, il a camouflé tout ça, ainsi de suite. Non. Non, 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 non. Là, on se rend compte que il y a aussi les oncles, la grand-mère, etc. C'est quand même assez vaste, le délire. Au-delà de ça, moi, comme je vous l'ai dit, hein, on peut avoir un minimum de pitié, encore entre guillemets, quand la personne se dénonce. Il ne s'est pas dénoncé, donc c'est un jusqu'au-boutiste. Les gens sont des jusqu'au-boutistes. Il est présumé innocent jusqu'alors, mais va falloir travailler au corps tout ce qu'il en est. Alors, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner fortement sur ma chaîne et aussi sur ma chaîne secondaire où je parle d'affaires criminelles. Alors, elle est créée, j'ai fait quelques vidéos mais c'était pas tip top. À partir à la fin du ramadan, d'ici une semaine, 2 semaines, je vais diffuser beaucoup de vidéos sur les affaires criminelles sur cette chaîne-là. Donc Samir True Crime, n'hésitez pas. En message épinglé, vous verrez le lien, vous vous abonnez d'avance. J'aimerais remercier Marine pour son don. Soigne-toi bien et merci pour tes contenus. Merci infiniment. Je ne peux que continuer avec ces soutiens. Alors, il y a plusieurs choses à vous montrer. Le profil du grand-père, tout ça, mais on va démarrer par ça. Mort du petit Émile. Des dissensions au sein du clan familial, révélées par des écoutes téléphoniques. L'enquête sur la mort du petit Émile, disparu en juillet 2023, s'est brusquement recentrée sur le cercle familial. Alors, je tiens juste à vous dire qu'il ne s'est pas recentré. Hein. Il était recentré depuis le début. Il tape dans tout. Hein. Il tape dans tout. Hein. Vous inquiétez pas, il cherche partout. Il n'y a pas de... Avec le placement en garde à vue, ce mardi, de 4 personnes, les 2 grands-parents et les 2 oncles ou tantes du garçonnet en raison notamment du contenu d'écoute téléphonique. Et les grands-parents du petit Émile. Attendez, je coupe. Encore une fois, je le répète. Parfois, ils ont des éléments... Et ils vont, c'est important, ils vont créer des, comment on appelle ça, des événements. Hein. C'est comme l'histoire du, je le répète, hein, c'est comme l'histoire du pot de fleurs là, tu vois. Ils sont un pot de fleurs, tout de suite les autres, c'est quoi cette histoire du pot de fleurs? Ils ont retrouvé du sang, tu te fous de ma gueule? Attention, hein, si t'as pas bien nettoyé, comment ça se passe, etc. Non, mais j'ai bien nettoyé, non, mais je te le dis tout de suite, moi je... Et les gendarmes, ils écoutent. Et ensuite, le grand-père qui dit, mais c'est quoi cette histoire de pot de fleurs? Il n'y a pas d'histoire de pot de fleurs, mais on s'est jamais approché du pot de fleurs. Ah, le gendarme, il se dit, comment il sait comment il sait? Comment il sait? Tu vois ce que je veux dire? C'est... T'as des petits valaces, des petits filous, hein. Attention, hein, faut pas les prendre pour des idiots. Donc c'est comme ça, hein. Les gendarmes, ils ont dû les travailler, hop, regarde à droite, mais en fait je suis à gauche, tu croyais que j'étais à gauche, mais en fait j'étais derrière toi, hop, hop, t'as rien vu, tu vois, hop, hein, tu vois, tiens, je vais t'obliger à regarder Plus belle la vie, tous les épisodes de Plus belle la vie, si tu balances pas. Pff, le grand-père, il s'est mis à table tout de suite, il a dit, je balance, si tu veux, y a pas de souci, la guerre en Ukraine, c'est moi aussi, vous inquiétez pas. Hein, incroyable. Ils ont pris soin depuis plusieurs mois de donner l'image d'un clan soudé, uni dans le drame. Pourtant, des écoutes téléphoniques mises en place par les enquêteurs ont fait apparaître que le texte n'est pas bien placé.
Voilà, excusez-moi, ont fait apparaître l'existence de dissensions entre les parents du petit Émile, qui s'est volatilisé le 8 juillet 2023, et les grands-parents qui avaient la garde de l'enfant le jour de sa disparition, comme l'a révélé Le Parisien. Ce mardi, discrètement mis en place sur les lignes des membres de la famille Vedovini ces derniers mois, ces interceptions téléphoniques font notamment partie des éléments d'enquête qui ont conduit à ces gardes à vue. Le grand-père d'Émile a-t-il pu avoir une responsabilité dans la mort de l'enfant? Un autre membre de la famille est-il impliqué? Le clan s'est-il mis d'accord pour garder le silence et se protéger? Ce sont les questions auxquelles tentent de répondre les gendarmes de la section de recherche de Marseille en charge de l'enquête. Alors, encore une fois, je le répète, ils ne les mettent pas en garde à vue pour les travailler. Ce que je veux dire par là, c'est pas qu'ils ont des doutes et ils se disent on les met en garde à vue, on va les travailler. Non, s'ils les mettent en garde à vue, c'est qu'ils ont des éléments soit qui prouvent qu'ils sont coupables et là en fait ils les travaillent pour les mettre en tôle et avoir des aveux, ou soit ils ont suffisamment d'éléments pour dire que c'est eux, mais il manque beaucoup de détails. Et en fait, la garde à vue va servir à les, tu vois, à avoir tous ces détails-là. Et donc voilà, ça, je tiens à préciser. Hein. Mais bon. Qui ont placé en garde à vue 4 membres de la famille ce mardi 25 mars pour homicide volontaire et recel de cadavres. Et pas n'importe qui. D'abord Philippe Vedovini, le grand-père d'Émile, figure du clan familial, qui surveillait le petit garçon de 2 ans cet après-midi du 8 juillet 2023 au moment du drame. Ce même Philippe Vedovini qui décidera d'attaquer en justice tous ceux qui se renseigneront sur lui. Et comme le dit Carl Zéro à propos de ce Vedovini, Émile, victime d'une éducation à la Bétarame, c'est pour ça que je vous le répète, l'affaire Lina, l'affaire Lola, et c'est pour ça que je dérange beaucoup de pédos et de youtubeurs. Je vous l'avais dit ou pas que je dérangeais beaucoup de youtubeurs qui bipent des enfants ou des filles mineures? Je l'avais dit ou pas? Vous avez vu tous ces youtubeurs qui sont en train de tomber parce qu'ils bipent des enfants? Vous inquiétez pas, c'est une épidémie. Ils bipent tous des mineurs, je sais pas pourquoi, tu vois. C'est incroyable. Parce que justement, moi, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est pas l'affaire Lola. Non, l'affaire Lola, c'est rien. L'affaire Émile, c'est rien. L'affaire Bétarame, là, la centaine et centaines et centaines d'enfants qui se font bip, c'est rien. Je vous ai expliqué, c'est des dizaines de milliers chaque année. Et tant qu'on ne comprendra pas ça, on ne mettra pas en place la peine capitale, les sanctions, etc. Donc c'est ça dont ils ont peur. Et c'est pour ça que quand moi je dénonce ça, et de vous dire que ceci, c'est qu'un épiphénomène, hein, l'affaire Émile, le phénomène, il est beaucoup plus global, etc. Et là, ils ont peur. Oh, mais attention, il dit n'importe quoi, désabonnez-vous. Vous inquiétez pas, laissez vos enfants dehors, vous inquiétez pas. Hein, bien évidemment, hein, incroyable. Tu vois, hein, bande de pédos, va. Philippe Vedovini, le grand-père du petit garçon, placé en garde à vue avec sa femme et 2 de ses enfants pour homicide volontaire et recel de cadavres, a été de 26 à 28 ans en 92 et en 93 encadrant dans une école privée hors contrat Saint-Jean-Bosco qui dépendait de la communauté traditionnaliste de la Sainte-Croix de Riaumont à Liévin, Pas-de-Calais. À ce titre, il avait été entendu en 2018 par la PJ de Lille, suite à des plaintes d'anciens des élèves pour des faits de et d'agression et de maltraitance, qui ont engendré la mise en examen de 11 prêtres et laïcs. Selon Libération, un plaignant ancien pensionnaire l'impliquait dans un avec un autre prêtre qui a reconnu lui les faits. Philippe Vedovini a toujours nié avec vigueur. J'attaquerai en justice tous ceux qui se renseignent sur moi. Non, attendez quand même. Incroyable. ce qui lui vaut le statut de témoin assisté dans la procédure. Il a toujours contesté les faits à connotation, mais il a reconnu des pratiques à l'époque, des claques, des coups de pied, des coups de poing, des tabassages, des coups de batte de baseball, ah, c'était le bon vieux temps quand même, hein. Franchement, hein. Sacré Vedovini, tu vois, c'est incroyable, tu vois. Vedovini, par contre, c'est pas méchant, hein. Quand tu viens et que tu te renseignes sur sa vie, il dépose plainte.
Hein, ça c'est Vedovini. Il vient pas, il vient pas mettre des claques et des coups de poing, Vedovini, tu vois, quand il y a un problème. Tu vois. Il dépose plainte, hein, comme une petite. Tu vois. Mais par contre, quand un enfant a le malheur de manger et de renverser quelque chose, là, Vedovini, il est là, waouh, tu vois, c'est l'éducation à la dure. Ferme-la, ferme-la. On te met des claques toute ta vie, tu le baisses le regard, et devant un enfant de 2 ans, tu viens et tu fais le mec autoritaire. C'est pour ça. C'est comme vous, mesdames. Mesdames, si vous avez connu des hommes qui vous frappaient, sachez que c'est parce qu'ils ont une frustration, c'est que dans la rue ou au travail, les mecs, ils se font humilier. Hein. Et après, ils rentrent à la maison, ils bipent leurs enfants, ils bipent leurs femmes. Bande de pathétiques, va. Aucune justification à la violence. Aucune. Il a toujours nié, etc. Il a toujours contesté les faits, etc. Voilà, voilà. C'est ce que son avocat Isabelle Colombani a dit. Bien entendu, ce monsieur bénéficie de la présomption d'innocence, mais ce passé violent, dont on a le droit de mentionner, n'en déplaise au grand-père d'Émile, au sein d'une institution traditionnaliste catholique, fait non seulement froid dans le dos, mais résonne particulièrement aujourd'hui. Et donc, sachez-le, que ce petit-là que vous voyez, il y en a des milliers et des milliers. Et qu'il faut parler de cette affaire-là, parce que c'est intéressant, mais aussi faire en sorte que ça serve de changement sérieux dans notre société. Une demi-douzaine de personnes présentes dans la maison familiale. Si l'enquête autour de la piste familiale se poursuit, c'est que le petit garçon de 2 ans a disparu alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels, Philippe et Anne Vedovini, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernay, perché à 1200 mètres d'altitude, dans les Alpes de Haute-Provence. Les parents de l'enfant, eux, étaient absents ce jour-là. Et dans cette grande bâtisse, Émile n'était pas seul. Pendant ses vacances, le garçonnet a côtoyé une demi-douzaine d'oncles et de tantes, parfois très jeunes, âgés entre 10 ans et une vingtaine d'années. Philippe et Anne Vedovini ont eu 10 enfants, répartis sur de longues années, dont Marie, la mère d'Émile, et aînée de la fratrie. Des adultes et enfants qui sont les derniers à avoir vu le petit garçon vivant. Ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérification et de confrontation des éléments et informations recueillis lors d'investigations réalisées ces derniers mois. La piste d'un égarement en forêt est toujours ouverte. Bon, ça, on nous prend vraiment pour des teubés. Ça, excusez-moi, ça, je me suis fait critiquer pour avoir dit que c'était faux dès le début. Hein, ça, hein, tu vois. Cette histoire de écureuil ou je sais pas quoi, tout ça. Là, je sais pas pourquoi ils en parlent encore, mais bon, c'est insupportable d'entendre ce genre de théorie. C'est nous prendre pour des idiots. Je répète, un enfant ne disparaît pas. Et ça, je sais que j'ai été beaucoup attaqué à propos de ça. Sachez une chose, si votre enfant il disparaît, les pédos, les systèmes pédos, parce qu'il y en a énormément en France, vont tout faire pour vous calmer. Vous inquiétez pas, il va revenir. Oh, vous inquiétez pas, il a certainement fugué. Mais mon enfant, il a 1 an. Oui, bon, c'est pas grave, etc. Ouais, mais ma fille, elle a peut-être 15 ans, mais elle est partie. On a retrouvé du sang. Elle m'a appelé, elle a laissé un message au secours, au secours. Ouais, c'est pour rigoler. Ne vous inquiétez pas. N'écoutez pas Samir qui appelle à plus de justice, peine capitale, tout ça. Ne l'écoutez pas. Faites-nous confiance. N'appelez pas la police même, laissez l'enfant disparaître et ne vous occupez pas. Hein. Incroyable. Pays de pédoland. Vraiment, la France, c'est pédoland. Vedovini, 58 ans, le grand-père d'Émile est donc désormais terminé. Il y a quelques instants, son avocate Isabelle Colombani a quitté les locaux de la section de recherche de Marseille, là où est entendu son client depuis ce matin dans le cadre d'une garde à vue. Et je vous propose justement d'écouter les tout premiers mots d'Isabelle Colombani, l'avocate du grand-père d'Émile. Elle est au micro de Morgane Dumont. Oui, alors on s'attendait à un dénouement rapide puisque grâce à vous, les médias notamment, on avait appris qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Peut-être que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait escompté, mais bon, après vous le savez mieux que moi, être placé en garde à vue, ça veut rien dire. Voilà. Ah bah, ça veut strictement rien dire, hein, bien évidemment. Moi, je m'occupe juste d'attaquer en justice tous ceux qui poseraient des questions. Hein. Bon, certes, on sait qu'on va perdre, mais bon, si je peux prendre un petit billet là-dessus. Non, mais attendez, faut arrêter. Là, il y a un moment, faut arrêter. Il y a un minimum de dignité, tu vois. Vraiment, hein. C'est un minimum, s'il vous plaît. Dans l'enquête.
et on verra au terme de la garde à vue. Et au total, ce sont donc 4 personnes qui sont entendues depuis ce matin sous le régime de la garde à vue, les grands-parents d'Émile, mais également 2 de leurs enfants majeurs. Selon une source proche du dossier à BFM TV, il s'agit d'un oncle et d'une tante du petit Émile qui sont donc auditionnés. Des gardes à vue, on va le rappeler, pour des chefs de meurtre et de recel. Incroyable. Non mais les gars, c'est vraiment une folie. Et moi j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le passé de ce fameux grand-père quand même. C'est quelque chose qui intrigue, non? Et je rappelle que, encore une fois, le grand-père a attaqué en justice tous ceux qui s'intéressaient à son passé pour faire taire les gens. Et ça s'approchait de lui, hein. C'est vraiment, ça s'approchait de lui. Première édition, le 7 minutes pour comprendre. Ça datait d'il y a 1 an, hein. Ça, c'est une vidéo qui date d'il y a 1 an. Ce matin, pourquoi la personnalité du grand-père maternel d'Émile, porté disparu depuis 8 mois maintenant, ressort aujourd'hui. Il est entendu comme témoin assisté et il reconnaît assez frontalement des coups de pied, des gifles sur des enfants. Donc il est interrogé par les enquêteurs, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit... Encore une fois, là, comme ils disent, hein, c'est pas parce qu'il est ceci, il est cela que il est le coupable, hein, je précise. Mais disons que y a un faisceau qui laisse... ça intrigue quoi, hein. Ce grand-père intrigue dès le début, et je rappelle que cette phrase de la mère qui dit... Pour l'instant, je veux rien. Voilà, je laisse les gendarmes faire qui ils veulent. Ils peuvent se renseigner sur qui ils veulent. Voilà, il n'y a pas de ma famille ou je sais pas quoi. Elle avait un message, un sous-entendu comme quoi que ça pouvait venir de la famille. Et rappelez-vous, on en avait parlé, hein, de ce truc-là. Mise en examen. Dans le dossier Émile, ça ne veut pas dire pour autant qu'il soit suspect, mais ce qui est intéressant, c'est que ça donne un peu de densité, un peu d'épaisseur et un peu de profondeur à ce grand-père, sachant que la piste familiale est toujours l'une des pistes parmi tant d'autres. Voilà, pour comprendre évidemment cette enquête, il faut dire que les gendarmes d'abord sont toujours mobilisés, il y a une équipe de vingtaine de gendarmes qui planchent toujours sur le dossier, que les investigations se poursuivent et comme on dit dans le jargon criminologique, les enquêteurs ferment des portes. Oui. Et là, donc, ce qui justifie qu'on parle de ça ce matin, c'est qu'il y a ce PV d'audition qui ressort de la part de nos confrères du Canard enchaîné. Ça ne fait pas pour autant du grand-père un suspect. On est bien d'accord. Non, ça ne fait pas de lui un suspect. Il a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de la disparition d'Émile. Comme tous les autres membres de la famille. Oui, mais c'est lui qui avait la surveillance de cet enfant qui se volatilise sous ses yeux pendant qu'il est en train de charger des choses dans sa voiture. Donc c'est normal qu'il ait été entendu. En revanche, il n'a pas été mis en examen. Il n'y a pas eu de garde à vue. Donc si vous voulez... Ça, c'était il y a 1 an. Hein. Je rappelle que cette vidéo date d'il y a 1 an. Pour l'instant, il n'y a pas de lien entre ces affaires. Ce qui est juste intéressant, c'est que ça colore un peu la personnalité du grand-père. Alors justement, il y a donc une communauté qui est intéressante, dans laquelle il a évolué. Cette communauté s'appelle ? Le village des enfants de Riaumont, mais je parle sous le contrôle de votre invitée puisqu'elle a écrit un bouquin dessus. Le village des enfants de Riaumont. Je le répète, les enfants sont une marchandise pour beaucoup d'entre eux. C'est quelque chose de vital pour eux et c'est pour ça qu'ils se protègent. L'affaire Betarab, on voit bien que c'est lié à des réseaux, à des hommes politiques et ainsi de suite. C'est quand même particulier. C'était le genre de cette communauté. Que peut-on dire de cette communauté, Ichel ? Là, c'est mon tour ? Oui, c'est à vous, allez-y. D'accord, ok. Oui, regardez, c'est une communauté catholique intégriste qui a ouvert ses portes en 1960, qui a été fondée par... Alors, je rappelle, hein, ce n'est pas un truc catholique intégriste. C'est un piège à pédos, hein, c'est tout. Hein, c'est un piège à pédos. C'est un piège pour pédos, hein, c'est tout. Hein, c'est aussi simple que ça. Hein. Vous inquiétez pas, on va bip vos enfants, on va les corriger, on va bien les éduquer, hein, tu vois. Bon, ils n'ont pas la même définition de l'éducation. Hein. Par le père Revet. Qui était un prêtre, qui était pareil, un prêtre intégriste aussi. Et cette communauté, en fait, elle a perduré jusqu'en 2019. Donc, alors, je précise aussi que pour beaucoup, alors je vais expliquer un petit peu les radicaux dans le catholicisme, dans le christianisme. Les radicalistes, hein, il y en a partout. Il faut comprendre comment ils fonctionnent.
ils considèrent que Jésus, on ne sait pas pourquoi, hein, ça ce n'est pas dans la Bible, c'est pas dans tout ça. Bref, en résumé, Jésus est mort pour nos péchés, nous n'avons plus de péché, tu vois. Alors que si tu es chrétien, tu n'as plus de péché, donc tu vas au paradis quoi qu'il arrive. C'est pour ça d'ailleurs, je m'adresse aux musulmans, parce que beaucoup de musulmans n'arrivent pas à comprendre. Par exemple, ils voient des chrétiens et dire pourquoi mon Dieu, pourquoi tu fais ça, qu'est-ce qui s'est passé. T'as beau lui dire c'est le libre arbitre, etc. Et c'est pour ça qu'il y a une incompréhension. Le musulman ne comprend pas, parce que le musulman, t'as beau être musulman, c'est Dieu qui décide, tu vas en enfer ou au paradis, etc. en fonction de ce que tu as fait, des péchés, tout ce que tu veux. Alors que dans le paradigme de ces sectaires, de ces radicaux, ils se disent, je suis chrétien, j'ai bip ton enfant, je l'ai truqué, et le moment où on va tous mourir et on va se retrouver le jour du jugement, allez bon, vous allez tous au paradis, wouh, tu vas dire, ah bon? Mais je suis à côté du mec qui a bip mon enfant, tu vois, et lui il va dire quoi? Ah, je me suis bien amusé avec ton enfant, allez hop, tu vois. Et toi, forcément, c'est injuste, parce que les radicaux, ils ont inventé ce délire du tous mes péchés sont pardonnés, sont effacés, salut, au revoir, tu vois, hein. C'est je vais voir le prêtre, hein, je confesse mes péchés et il me dit tu récites 40 fois l'Aziza et t'inquiète pas, tous tes péchés sont pardonnés. T'es qui toi? T'es qui pour me pardonner mes péchés? Mais t'es qui toi, s'il te plaît? Le mec il est en train de chier, tu vois, et le mec il va aux toilettes, il chie des étrons comme ça, et puis lui il va me pardonner mes péchés, mais t'es qui? Je croyais que c'était Dieu qui pardonnait les péchés, c'est pas Miguel le prêtre qui est venu, enfin vous voyez ce que je veux dire? Et donc forcément, ces gens-là qui bipent des enfants à longueur de journée, ce sont pas des radicaux ou je sais pas quoi, c'est des déglingués, hein, c'est des sectes. Et donc pour eux, il y a rien, ils peuvent se faire plaisir, tout est pardonné. Hein. Je précise, je vous explique la mentalité des radicaux. Hein, donc, voilà. Les enfants ont été placés dans une première période par la DAS et par des juges pour enfants. Et dans une deuxième... Et voilà, on y arrive. Donc, placement par la DAS, des juges pour enfants, on les place dans des endroits où ils se font bip, puis tu sais, après on se réunit, puis le juge il vient voir si tout se passe bien, la DAS vient voir si ça se passe bien, hein, tu vois, hein, bon, alors quand je dis ils viennent voir si ça se passe bien, c'est à 2h du matin, hein, ça se régale, hein, tu vois, et puis il y a aussi des ministres hein, qui viennent voir si ça se passe bien à 2h du matin, tu vois, hein, dans les dortoirs, tu vois, et parfois ils vont discuter à 2h du matin avec un seul élève pour voir si tout se passe bien, tu vois, dans une chambre privée, hein. Je le répète, c'est Pédoland, et les Pédolandes, je vous répète, ils sont partout, ministres, surtout à la DAS, des youtubeurs, des influenceurs, il y a des gens partout, et c'est pour ça que vous voyez que quand vous dénoncez ce sujet-là, vous remarquerez que on est tous d'accord que quelqu'un qui touche à un enfant, vous êtes tous d'accord pour dire peine capitale, c'est horrible, tout ça. Pourtant, vous verrez que, alors maintenant que je le dis, quand je le dis pas, ils le font, mais quand je le dis, ils se calment. Vous verrez que la majeure partie des commentaires seront des commentaires négatifs sous la vidéo. Oui, c'est horrible, vous avez entendu ce qu'il dit, c'est un complotiste, oh mon Dieu. Mais le truc grave, c'est qu'on abîme des enfants. C'est pas d'appeler à de la justice. Le truc grave, c'est d'avoir bip des enfants. Mais lui, il comprend pas. Pour lui, c'est quelque chose de normal. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lui, c'est bénéfique, c'est cool. Vous comprenez? Donc en fait, moi, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas débattre. Il ne faut pas débattre avec les pédos ou ceux qui sont pour leur faire des tours de manège en tôle. Non, il faut plus débattre. Il faut appeler à voter. Hein. Il faut faire une réforme, voter et c'est tout. Hein. Il y a plus de, faut plus parler. C'est eux ou nous. Période dans l'école privée hors contrat Jean Bosco où se sont déroulés les faits dont on parle ici du grand-père d'Émile. Les méthodes ont toujours été les mêmes. Si ça n'a pas... c'est-à-dire que c'était des méthodes militaristes, violentes. J'ai entendu hier un avocat dire que c'est parce que c'était à l'époque qu'on traitait comme ça les enfants et que ça a bien changé. Eh bien non, à Riomont, ça n'a jamais changé. Pendant juste... Ouais, c'était à l'époque, bien sûr. Hein. À l'époque, c'était comme ça. C'est bien connu qu'il y a 500 ans. Oh c'est bien connu, et je parle partout dans le monde, mais il y a 500 ans en France, quand tu bipes les enfants, les Français ils se disaient quoi? Qui ne l'a jamais fait? À l'époque, hein, je vous le dis, hein, à l'époque ça sortait des fourches et ça sortait des torches. Hein. Ça sortait des fourches et des torches.
Et quand je dis les torches, c'était pas pour éclairer la lumière, c'était pas pour, tu vois, hein. Et la fourche, c'était pas pour aller travailler au machin, tu vois. C'est que petit à petit, les pédos ont gagné du terrain, ont réussi à s'imposer dans toutes les strates de la société. Donc quand tu dis c'était à l'époque, etc., non, je suis désolé. En 2019, les enfants portaient des culottes courtes en cuir. Ils avaient ce déguisement-là, ils étaient obligés de s'habiller comme ça. Et ils étaient extrêmement maltraités, il y avait une violence physique phénoménale. Et c'était théorisé, c'était comme ça qu'on devait les éduquer, il fallait qu'ils deviennent des hommes. C'est une éducation plus qu'à la dure en fait. Alors, dans le détail, Shell, le grand-père d'Émile a été entendu dans le cadre de cette enquête, entendu en tant que témoin assisté, mais il n'a pas été mis en examen, on est d'accord. Qu'a-t-il répondu aux enquêteurs à l'époque, en 2018? Mais en fait, lui... Qu'est-ce qu'elle fait? Mais en fait, c'est pas parce qu'ils ne sont pas mis en cause, parce que la majeure partie ne sont pas mises en cause. Le système est corrompu, il est pourri de tous les côtés, de tous les sens. Tu vois, vraiment, je le répète, l'affaire Émile, il y en a des centaines et des milliers, et c'est ça qu'il faut régler comme problème. Mais bon, après, qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? On se rend compte qu'il y a des écoles Bétaram, Riomont, etc. où les enfants sont obligés d'être à Walp en culotte, mais des culottes en cuir, quoi. Normal, hein. C'est un fantasme. Les mecs, ils ont des délires de ouf. Tu vois. Donc c'est bien beau de critiquer les wokistes, etc. Mais voilà, quoi. Il y a un moment, il faut réagir. Parce que moi, c'est pas du tout en fait ce que me disent les anciens pensionnaires et les témoignages que j'ai recueillis. Les témoignages que j'ai recueillis, c'est que c'était quelqu'un qui était extrêmement brutal et qu'il avait pris sa place vraiment comme il faut à Riomont, qu'il était très intelligent, très stratège, que c'était quelqu'un qui avait une grosse personnalité et qu'il expliquait même aux plus jeunes encadrants de quelle manière il fallait mater les gamins. Donc les coups de pied aux fesses et les petites... Et moi j'aimerais quand même critiquer, alors vous savez, hein, moi, les réseaux pédos, ça touche tout le monde, à toutes les strates, hein. Du prolétaire, du ministre, de l'homme politique, de l'homme puissant, de l'homme de gauche, hein, le LFI, là, où il avait un réseau, là, le gars de LFI, où il avait un réseau, où il habite même des enfants de 6 mois. On a aussi des gens d'extrême droite, catholiques, radicalistes, etc. Ça touche toutes les strates. Moi, ce que je dénonce, c'est la politisation des affaires. Et c'est pour ça que je dénonce, quand il y a eu l'affaire Lola, on parle des OQTF. Le problème, c'est pas les OQTF, c'est les gens qui touchent aux enfants. Tu vois. Parce que si tu parles que des OQTF, comme le dit l'extrême droite, non, on s'en fout tant que ça touche les OQTF, on en parle, sinon on n'en parle pas. Non. Donc ça veut dire qu'on ne parle pas de l'affaire Émile, on ne parle pas de l'affaire Bétaram, on parle pas de l'affaire Riomont, où c'est des milliers d'enfants qui ont été bip. Pourtant, c'est des Français bien de souche. Pourquoi on n'en parle pas? C'est des Français de souche qui sont victimes. C'est des petits-enfants, comme on dit, de petites têtes blondes. Donc voilà la différence. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas. Parce que tout est un jeu. Tout est un jeu politique. Personne, et là je vous mets au défi, je parle des gros partis qui dénoncent la pédo. Montrez-moi un seul parti, les gros partis de la LFI, du centre, de la Macronie, du RN, de l'extrême droite qui dénoncent les réseaux pédos. Donald Trump, vous critiquez Donald Trump, mais Donald Trump, ça a été une de ses priorités. On va résoudre le problème des pédos, on va les déglinguer, tous les réseaux, on va les arrêter, c'est fini, plus personne touche aux enfants. Tiens, alors qu'en France, silence radio. Non, enfin c'est pas du tout ça que les anciens pensionnaires m'ont rapporté de sa manière de se comporter. C'était un des plus violents. Mais il n'a pas été poursuivi, on est d'accord, Pauline Revenat, pour ces faits. À cette heure, il n'a pas été mis en examen, mais les investigations se poursuivent aussi avec d'autres personnes. Il exerçait quelle fonction d'ailleurs dans le cadre de cette institution, Ischel? Comment? Il exerçait quelle fonction? Il est arrivé d'abord en tant que chef scout entre 91 et 92 et il était encadrant en fait et son objectif c'était de devenir moine en fait. Et dans cette institution-là, le principe c'est que on rentre en tant que chef scout et après on fait ses classes, on devient frère et puis donc il était
de temps en temps, il allait à l'abbaye de Fongombo, puisque l'abbaye de Fongombo était le lieu en fait qui chapeaute. C'est d'ailleurs toujours le cas. Hein. L'abbaye de Fongombo chapeaute spirituellement le pensionnat de Riomont. Et toutes les personnes qui rentraient là-dedans en tant qu'encadrants savaient que l'objectif c'était de redresser les gamins, de les rééduquer et de les mater, parce qu'en fait tous les gamins qui étaient placés là, c'était des enfants qui venaient de familles catholiques traditionnalistes pour la plupart, mais surtout le profil de ces enfants, c'est que c'était des enfants très durs et en fait qui étaient en rébellion, et donc on n'arrivait pas par hasard non plus en tant qu'enfant à Riomont. Bah oui, bien évidemment, hein, c'était des enfants très durs. Hein. 2 ans, vous devinerez jamais 2 ans ce qu'il a fait. Il a refusé d'avoir des rapports avec le grand-père. Oh mon Dieu, tout de suite à Riomont, hein, histoire de bien le cadrer. Non mais attendez, c'est phénoménal, c'est quand même incroyable. Donc c'était un thème, voilà. Oui, est-ce que... Je répète, alors pour ceux qui nous regardent de l'étranger, de Belgique, de Suisse, etc., moi-même j'ai été critiqué par mes propres abonnés quand, en France par exemple, il y a eu des enfants de 7 à 9 ans où ils devaient faire 1 minute de silence pour je sais pas quoi, un truc qui s'est passé, Samuel Paty, ou je sais plus c'était quoi le délire. Et comme, vous savez, les enfants ils rigolent tout le temps, moi je suis quelqu'un qui rigole tout le temps, surtout quand il faut pas, tu rigoles, c'est des enfants, ils savent même pas ce que c'est. Il y a eu un débat en France, à savoir, et même mes abonnés, certains m'ont dit oui, je suis d'accord, à proposer la perpétuité. C'est pas une blague, la perpétuité, la prison à vie à des enfants de 7 ans qui, quand on lui a dit il faut faire 1 minute de silence pour Samuel Paty, mais qui ne savait même pas ce que c'était, il voyait qu'il y a un silence, le camarade à côté il a pété, hein, il a lâché un P, l'autre il était et il a rigolé, etc. En France, la majeure partie des Français étaient prêts à faire la perpétuité pour ces enfants-là. Et quand tu dis ceux qui ôtent la vie à des enfants, qui bipent des enfants, il faudrait être un peu plus sévère. T'as une levée de gens qui te disent c'est horrible, t'es trop dur, t'es ignoble, t'as des youtubeurs qui sont pas contents, t'as des politiques qui sont pas contents. Pédolande. Vous savez pourquoi est-ce que le grand-père d'Émile, qui à l'époque n'était pas encore son grand-père, puisqu'il avait une vingtaine d'années, a quitté ce lieu en 1993? On parle d'un différend financier. Il y a des hypothèses, donc je m'avancerai pas, mais il y a des hypothèses de départ qui seraient liées à une bagarre possible avec des jeunes avec qui ça se passait pas bien, et donc la bagarre aurait été trop loin, mais là j'emploie du conditionnel. Soyons prudents. Dans tous les cas. Donc voilà, donc là, elle a des informations comme quoi qu'apparemment le grand-père, il tape, tu vois. Il tape et ça a été trop loin. Vraiment trop loin, tu vois. Peut-être il a crevé un œil, ou tu vois, il l'a mis dans le coma un enfant, ou je sais, un truc, c'est une théorie, en tout cas c'est des infos qu'elle dit, bon on n'a pas pu les vérifier, et ça a été trop loin, tu vois, c'est-à-dire que c'est un truc que tu peux pas cacher, quoi. Tu sais, il y a un moment, le mec il vient avec un petit peu de machin, tu expliques qu'il est tombé dans les escaliers, mais quand tu vois que le mec il s'est fait crever, par exemple, là je dis un exemple, il s'est fait crever un œil, bon ça va être compliqué de dire aux parents, bon on l'a bien corrigé, on lui a crevé un œil, ah bon, ouais, quand même, c'est sacrément sévère, hein, tu vois. Donc on voit qu'effectivement c'est l'un des plus violents. Tout ce que l'on décrit, et la Pauline Revenat ne fait pas du grand-père d'Émile. Donc voilà, hein, c'est. Par contre, lui il dépose plainte. Hein. Si tu te renseignes, là les vidéos que je fais, là il attaque en justice. Par contre, bip des enfants, machin, etc. Là il fait le bonhomme, tu vois. Mais tôt ou tard, ils vont tous tomber, sachez-le. En tout cas, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a d'autres révélations sur l'affaire Émile qui vont arriver, j'en parlerai demain. N'hésitez pas à vous abonner, me dire ce que vous en pensez, si vous êtes tout autant choqués que moi. Et on va pas lâcher, hein. On va pas lâcher l'affaire, on va la médiatiser le plus possible. On a été de ceux qui ont médiatisé dès le début ce genre d'affaires, et on continuera à le faire, on le laissera jamais tomber. Et voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, faites un petit don sur Tipeee, vous avez le lien, et à la prochaine sur les news de Samir.